Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre. Oui, je ris parce que c'est bien la première fois que je me trompe pas de date. Il est 8 h, on est à l'atelier. Je me suis fait un petit café bien chaud. Et j'ai ouvert mon petit cadeau de calendrier de Christelle Tricotte. Vous verrez, je vous l'aurai mis juste avant. On a une petite bougie parfumée que j'ai allumée, que j'ai mis là, qui sent super bon. Ça sent très très bon et c'est délicat, c'est agréable. Donc là, je porte ma marinière. Alors, fini d'hier soir. Allez, je vous l'avoue, légèrement humide encore, mais j'avais trop hâte de porter ce pull. Je l'ai tricoté, ça fait plus de 2 mois que je l'ai commencé. Oh, peut-être pas, allez, on va dire 1 mois et demi. Sur le modèle du Sophie Edith de Andrea Mori, parce que c'est un pull qui était assez simple à tricoter. Il y a un petit peu de point mousse ici, sur le raglan d'épaule, là. C'est un pull raglan, on voit bien là. Est-ce qu'on le voit? Ouais, là on le voit. Voilà. J'ai fait quelques rayures fantaisie, donc là c'est du rose pâle, là c'est du rose plus soutenu, et ici plus soutenu, parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Et il est bien long, vous le verrez pas ici sur la caméra, parce que j'ai pas beaucoup d'espace dans mon atelier, mais je vous mettrai quelques petites photos par là, quand j'aurai un petit moment pour en faire. Donc je l'ai tricoté en Ulysse de Dererum Natura. Donc première fois que je... Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, oh, bah quand même, ouais. Voilà. Première fois que je tricote cette laine, qui est très douce en fait. C'est une laine rustique mais douce, française, mérino d'Arles, blablabla. Toujours est-il que c'est une laine qui est assez ronde. Est-ce que vous voyez le fil comme il est un peu... Ça fait pas du tout comme de la laine teinturière maison, ça fait un fil un peu rond, un peu... Ouais, c'est ça, un peu rond. Voilà. Mais très moelleux. Donc c'est des pelotes de 50 grammes, 185 mètres. Donc c'est un tout petit peu plus gros, plus petit, pardon. Je dis le contraire que de la fingering, mais ouais, on dirait de la sport peut-être, aucune idée. Couleur, donc j'ai utilisé le coloris Tempête, bleu marine. Le coloris blanc, c'est sel. Le rose, ça doit être quartz, le petit rose clair. Et ce rose-là, ça doit être... Aucune idée, je vous le mettrai peut-être ici si j'y pense. Voilà, rien de spécial. Hein. Le tuto, il est en français et en anglais. Le Sophie Edith de Andrea Mori. Toujours bien expliqué. Il suffit de suivre, hein, bien expliqué. Enfin, il n'y a pas de... Si, il y a des tutos moins bien expliqués, c'est vrai. Mais bon, en suivant bien, bah voilà, ça fait un pull, c'est chouette. Donc, petite marinière pour aller au bord de la mer. Sur mon Ravelry, je l'ai appelé marinière comme papa. Parce que mon papa, hein, maman, tu me diras si je me trompe, mais mon papa adorait les pulls marins comme ça. On allait à Rochefort, souvent se promener, et il y a une boutique à la fin de la Corderie Royale de Rochefort, où ils vendent des pulls avec des boutons là, une petite étiquette là, pull bleu marine. Il y en a certains même, je crois qu'ils ont des renforts au coude. Oh tiens, j'ai oublié un petit marqueur. Ah oui, je me rappelle, j'avais perdu une maille. Ils avaient des renforts au coude. Voilà, mon père était fou de ces pulls. De temps en temps, il s'en achetait un. Je vous dis pas le prix des pulls. Et j'avais envie d'un pull comme papa. Voilà, donc je me suis fait ma marinière comme papa. Et je suis super contente parce que cette laine, elle est très très douce et vraiment agréable. J'en recommanderais certainement. Ah bah non, je peux pas en recommander. Puisque j'en achète pas. Je m'en ferai offrir. Voilà une bonne alternative. Les cadeaux, ça compte pas comme des achats. Mais voilà, la Dererum Natura, 100% wool, super laine. Franchement, je recommande vraiment. C'est une très belle laine. Voilà. Bon, j'arrête de parler de ça. Ce petit châle, c'est un petit châle que j'ai tricoté. Un châle à un écheveau. Ça s'appelait Terribly Simple Châle. Photo ici. Que j'ai tricoté dans un écheveau coup de cœur de Mon Petit Rêve.
mon petit rêve, Michaela, qui est dans les Landes, je crois, qu'elle habite dans les Landes, et elle fait des petites merveilles. Souvent, c'est de la laine non reproductible et en petite quantité, mais un petit châle à un écheveau, ouais, c'était asymétrique. J'ai commencé par une pointe. On commence par une pointe. On répartit les augmentations. Voilà, puis après on rabat. C'est pour ça que ça fait un triangle. J'adore ces petits, j'aime beaucoup ces petits châles à un écheveau. C'est toute petite, un peu comme la Sophie Scarf que je n'ai jamais tricoté parce que j'ai pas eu le temps forcément. Et la Sophie Scarf, c'est aussi une petite écharpe qui est vraiment très jolie. C'est un peu le même principe. Un petit truc à un écheveau qui tient chaud sans trop étrangler. C'est parfait pour la saison. J'ai envie de vous répondre concernant l'apiculture. Voilà. J'aimerais parler un petit peu abeille avec vous. On va pas rester longtemps. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. Je voudrais déjà revenir sur vos commentaires. J'ai eu des commentaires très très intéressants avec des questions sensées et auxquelles je vais essayer de vous répondre. Donc avant de commencer, je vais vous dire que je suis une jeune vieille apicultrice. Ça fait pas si longtemps que ça qu'avec mon mari, on a mis des ruches dans notre jardin et dans un petit bois attenant à notre maison. Et j'ai pas fait de formation de 1 an dans des ruchers écoles, j'ai pas contacté d'autres apiculteurs pour apprendre. On a fait avec mon mari une petite formation en apiculture naturelle. C'était plus de l'initiation au milieu ou au monde des abeilles qu'une vraie formation. On apprend beaucoup dans les livres, on apprend beaucoup en regardant, en suivant des vidéos comme une saison je sais plus comment ça s'appelle, une saison aux abeilles au rucher, je me rappelle plus. Enfin, on a suivi pas mal de tutos et on peut tous mettre une ruche dans notre jardin. Oui, même si je sais que tous les apiculteurs qui vont me regarder vont s'insurger. Mais bon, je vais quand même pas faire comme pour la première vidéo. J'espère ne pas devoir couper les commentaires. Oui, parce que j'ai dû supprimer les commentaires de la première vidéo concernant les abeilles. Parce que les apiculteurs m'ont incendié en disant qu'on n'ouvrait pas une ruche en hiver, qu'on mettait pas du candy, que c'est n'importe quoi, arrête les vidéos. Donc, messieurs les apiculteurs, si vous passez par là, déjà bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille avec plaisir au fil de la ruche. Je voulais vous dire que on n'était pas en plein hiver quand j'ai ouvert ma ruche. Il faisait encore 16 degrés dehors le jour où j'ai ouvert. Et je mets du candy comme j'aurais pu mettre du sucre. Mais j'ai une bonne raison de mettre du candy, c'est que les abeilles, elles ont déjà attaqué leurs propres réserves. Voilà, oui, parce qu'on leur a laissé des réserves. Voilà. Après, je vous invite à vous désabonner si ça vous intéresse pas, ou à quitter cette chaîne, parce que vous n'êtes pas indispensable à mon bien-être. Au contraire, vous seriez même plutôt un peu néfaste. Donc je préfère que vous alliez voir ailleurs, ça me fera vraiment grand bien. Donc j'ai pris quelques notes sur des commentaires qu'on m'a laissés et sur mes réponses parce que c'est un peu technique et que j'ai pas une mémoire d'éléphant et je retiens pas tout. Hein. Je suis humaine avant tout. Donc Béatrice m'a répondu que, mis à part leur apporter un peu de sucre quand les hivers sont très forts, il n'y a pas de traitement. Alors, la reine se reconnaît surtout à sa taille, qui est le double d'une abeille. Oui, c'est vrai que la reine, on peut la reconnaître aussi par sa taille. On la reconnaît généralement parce que quand on a un essaim, on marque la reine, donc on la reconnaît aussi à son point. Alors, moi j'ai répondu à Béatrice, qui me dit quand même, leur apporter un peu de sucre quand les hivers sont très forts, mis à part ça, il n'y a pas de traitement. Alors, ne mélangeons pas tout. Le traitement, c'est complètement différent de l'alimentation. D'ailleurs, c'est ce que je lui réponds. Le sucre, c'est de la nourriture. La nourriture ne fait rien contre les parasites tels que le varroa ou la faustiègne. Mais j'ai précisé que j'en reparlerai plus tard. Je vais en parler là. Béatrice me répond, ah oui, c'est vrai qu'étant dans les abeilles depuis l'âge de 10 ans, je ne sais pas que le sucre, c'est de la nourriture. Mais leur donner des produits chimiques pour les défendre, ça fait un bon miel. Alors, Béatrice, si tu es dans les ruches ou dans les abeilles depuis l'âge de 10 ans, je pense qu'il y a des choses qui t'échappent. Ou alors, t'es tellement énervé, parce que j'ai senti une espèce d'animosité dans tes réponses, t'es tellement énervé que t'en oublies le principal. Le principal, c'est quoi? Le miel, il se récolte au mois d'août, maximum, jusqu'au 15 août.
Après le 15 août, terminé. Le miel ne se récolte plus. Ne mélangeons pas tout. Les traitements qu'on met dans une ruche, c'est des traitements qui agissent contre le parasite qu'on appelle le varroa. Je suppose que si tu es dans les ruches depuis plus de 10 ans, enfin depuis que tu as 10 ans d'ailleurs, donc je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais bon, peut-être que tu as un certain âge, je ne sais pas. J'imagine que tu as déjà entendu parler du varroa, c'est comme une petite tique qui se met sur le dos de l'abeille, puis quand elle met le nez au fond de l'alvéole, la petite tique qui est sur son dos, elle tombe au fond, elle mange la larve et elle détruit, comme il y en a un sur quasiment chaque abeille, et qu'il y a 50 000 abeilles dans une ruche en plein été, le varroa, il peut décimer une ruche en 15 jours. Donc, les apiculteurs, les groupements d'apiculteurs ont inventé des produits qui permettent de lutter contre ce varroa, comme tu mettrais du frontline sur le dos de ton chien s'il a des puces, ou de ton chat. Alors bon, peut-être que tu traites ton chat avec du vinaigre blanc et que ça marche. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pour le bien-être de ton chat, tant mieux. Là, on met ce produit-là, c'est lanière, pour justement éradiquer ce varroa, pour préserver cette colonie et pouvoir la voir encore l'année d'après. Le traitement est une chose, l'alimentation est une autre. Il faut bien distinguer ces deux choses-là. L'alimentation, une abeille, elle va butiner. Elle butine, elle ramène le pollen et le nectar à la ruche, elle le transforme en miel et elle se fait des réserves. Ces réserves, elles servent à nourrir les larves et la colonie en hiver. Je dis bien en hiver. Et quand il y a un surplus de production, quand elles ont rempli tous les cadres qui sont dans le corps de ruche, elles vont monter à l'étage au grenier, ça s'appelle le grenier. Généralement, on met une hausse, et elles vont remplir tout ce qui est dans la hausse. Et c'est ce miel-là que l'apiculteur peut prélever pour le vendre, ou le déguster. D'ailleurs, nous, cette année, on le consomme, c'est notre consommation. En hiver, les abeilles, elles vont d'abord manger leurs réserves de miel, tout le miel qu'elles ont accumulé l'été, et après, quand les réserves sont vides, d'où l'intérêt de contrôler en hiver une fois peut-être au mois de décembre ou de janvier, pour voir où elles en sont. On ne va pas les laisser mourir de faim. On va faire un apport soit en sucre, soit en candy. Qu'est-ce qui fait qu'on décide si on met du sucre ou du candy? Alors, le candy, c'est très énergétique et c'est un produit qu'elles vont consommer directement. Alors que le miel, elles vont le stocker. Elles vont l'absorber, le consommer, mais aussi le stocker. Là, du coup, je vais revenir sur les questions qu'on m'a posées concernant la reine. Donc, Lola Vidéo, Aline. Coucou Aline, merci pour tes questions qui sont très très intéressantes. Comment se décide le fait que tel bébé abeille deviendra une reine? Alors, ça, c'est la base. La reine, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Qui des deux est arrivé le premier? On ne le sait pas. La reine, en fait, quand la ruche est très très populeuse au printemps, s'il y a vraiment trop de monde dans la ruche, il va se créer je sais pas comment expliquer, hein, c'est un peu compliqué. En fait, il y a tellement d'abeilles dans la ruche que la reine, elle suffit plus. Les abeilles vont faire une cellule royale. Je reviens, je vais vous montrer ce que c'est une cellule royale. Voilà, c'est ça, une cellule royale. C'est une petite boulette qui est faite en cire, avec un petit trou parce que la reine, elle est dedans. Enfin là, elle n'est pas dedans, hein, c'est une cellule royale que j'ai détachée. Une petite boulette comme ça. J'en ai une autre, ici. Voilà. Donc ça, c'est des petites cellules royales. Les abeilles, elles vont fabriquer une cellule royale. Elles vont nourrir la larve spontanément. C'est un sens développé. Spontanément, elles vont aller nourrir cette larve avec de la gelée royale pour en faire une reine. C'est possible, d'ailleurs, tu me poses la question un tout petit peu plus loin. Qu'en est-il si une jeune reine se développe dans la ruche alors qu'il y en a déjà une en place? On peut même trouver 2 ou 3 cellules royales dispersées dans la ruche, malgré la présence de la reine d'origine. Donc il y a plusieurs solutions. Soit une reine donc sort de sa cellule royale, se bat avec les autres reines pour garder sa place. Donc là, elle les tue. Et la victorieuse, eh ben, elle reste en place. Elle peut aussi tuer la reine d'origine qui est trop vieille pour régner. Et donc, c'est la nouvelle reine qui est en place. Soit elle tue les autres reines issues des autres cellules royales.
elle ne lutte pas contre la reine qui est déjà en place et elle quitte la ruche avec une grappe d'abeilles. Ça s'appelle l'essaimage. Et au printemps, c'est souvent ce qui se passe selon les températures. Il y a une partie de la ruche qui s'en va avec une nouvelle reine pour faire une nouvelle colonie. Voilà, c'est passionnant. Je vous dis pas comme je suis passionnée, petite mention spéciale à Christelle, en fait c'est super facile de parler et de boire un café, il suffit de prendre son temps. Combien de temps de règne? La reine, elle vit, parce que c'est sa vie, c'est son règne, elle vit à peu près 5 ou 6 ans. On peut garder une reine 5 ou 6 ans. Et qui décide du rôle de chaque abeille au fil de leur croissance, ça je vais te le raconter après. Stéphanie me demande que mangent les abeilles pendant la période hivernale, j'y ai répondu tout à l'heure. Et est-ce qu'elles craignent le froid? Oui. Alors elles craignent le grand froid. En fait là en ce moment, on a eu un petit -1, après on a eu la neige, mais on a des couches d'isolant sur le toit de la ruche, et les abeilles se groupent en plein milieu, au cœur de la ruche. Les cadres sur les côtés sont des cadres qui sont pleins de miel, et au milieu, il y a toutes les abeilles qui se tiennent chaud. Autant en hiver, elles sont moins nombreuses et se tiennent chaud au cœur de la ruche, autant en été, elles sont partout dans le corps de ruche, et elles ventilent pour maintenir une température plus fraîche. Voilà, la nature est très très bien faite. Chantal me demande, me dit, je ne savais pas que les abeilles pouvaient être traitées. Ben voilà, j'ai répondu à la question tout à l'heure, on traite. Alors, oui, c'est hyper contradictoire, on va me dire, ouais, tu fais de l'apiculture naturelle et tu traites. Oui, parce qu'en apiculture naturelle, on va vous dire, ben voilà, contre le varroa, l'acide formique, c'est formidable. Tu mets une poignée de fourmis dans ta ruche, t'es tranquille. Ouais, alors, on va être un petit peu plus réaliste et un petit peu plus terre à terre. Il faudrait mettre, je pense, à mon sens, 1 kg de fourmis par ruche pour peut-être espérer éradiquer le varroa. C'est un parasite qui résiste, qui est résistant. Voilà. Donc, moi, je vais pas m'amuser à déjà trouver 1 kg de fourmis. Je suis pas très fourmi, quoi, voilà. Bon. Et puis, 1 kg de fourmis par ruche, j'ai 5 ruches. Bon, il n'y a pas de magasin non plus qui vendent des fourmis. Bonjour madame, je voudrais 5 petits kilos de fourmis pour mes abeilles cette année. Non, non, ça n'existe pas. Donc non, non, je préfère traiter. Mais voilà, je respecte le cycle de l'abeille. Je suis pas toujours en train de les nourrir au sucre, de les nourrir au machin, au candy. Je mets quand c'est nécessaire. Et on observe, nous on sème à partir du printemps des jachères fleuries, de la facélie, mais tout ça c'est tout des choses sur lesquelles je reviendrai plus tard, au fil du temps, parce que je vais pas tout vous dire en hiver, parce qu'en été, ben voilà, ce sera moins marrant. Donc je vais tout vous faire découvrir au fil de la saison, ce sera bien plus intéressant. Donc là, je vais vous parler du rôle des abeilles au fil de leur croissance. Et ça, c'est ben voilà, c'est une hiérarchie qui se met en place dans la ruche. Entre 1 et 3 jours de vie, l'abeille, elle est nettoyeuse. Elle nettoie la ruche. Elle débarrasse les petites impuretés, les abeilles mortes. Donc, quand il y a une abeille qui meurt, elles sont plusieurs nettoyeuses et hop, elles les jettent en dehors de la ruche. Je l'ai vu, ça, c'est formidable. Entre 3 et 10 jours, elle devient nourrice. Elle va nourrir les larves et les nymphes. Elle va se mettre au fond des alvéoles et hop, elle va disperser. Donc, de la gelée royale pour les larves. Merci Anne pour ta petite rectification. Donc, en effet, la larve ne peut pas absorber du pollen, elle est nourrie à la gelée royale au début de sa vie, du pollen et du miel, et du nectar, et de l'eau, quand il faut mettre un peu d'eau pour humidifier. Entre 9 et 12 jours, elle est magasinière. Elle transforme le nectar en miel, elle stocke, elle regarde les stocks. On dirait moi, gestionnaire des stocks de la maison. Donc le nectar, il est transformé en miel. En fait, les abeilles, elles ont une petite langue, elles se passent là, donc il y en a une qui arrive de butinage, hop, elle pose le nectar, elle le donne à une autre par la bouche, tiens, voilà ma boulette, tiens, prends ma boulette, ma boulette, ma boulette. Donc à plusieurs, elles se passent la boulette de nectar, la trophalaxie, je vous mettrai le mot ici, c'est un nom super barbare pour dire qu'elle s'échange par la bouche, la petite boulette de nectar, c'est pas vraiment une boulette, hein, ça doit être un peu mou, je pense, je sais pas trop, ou liquide même, et à la fin, après cet échange entre plusieurs abeilles, cette petite boulette de nectar devient du miel et elle va le déposer au fond de l'alvéole. Goutte après goutte.
Et vous vous rendez compte, goutte après goutte, elles remplissent des milliers de cellules. C'est formidable. Alors, entre 11 jours et 15 jours de vie, elle est maçonne. Elle est maçonne parce qu'il faut bien que quelqu'un fabrique toutes ses alvéoles. Donc, elle a une glande ciliaire sur l'abdomen et elle va déployer un petit ruban de cire d'une épaisseur d'un micron peut-être, je sais pas, tout très fin, invisible presque, tellement fin qu'on voit à travers. Et elle va poser ça. Et puis elle va en prendre une autre et hop, elle va la poser à côté. Et elles vont fabriquer ses alvéoles. Quand elle a 1 à 3 semaines de vie, elle s'occupe de l'aération et de la température de la ruche. Donc là, ventilation en été, on se tient chaud en hiver, on vérifie l'humidité. Elles sont très ingénieuses. Entre 15 et 26 jours, gardienne. Alors là, oui, gardienne. À l'entrée de la ruche, quand il y a un intrus, les gardiennes sont là. Ah ouais, comme dans Maya l'abeille. Alors, on rigole, Maya l'abeille. C'est hyper bien expliqué. Les petits soldats avec leurs petites lances à l'entrée de la ruche, c'est exactement pareil. Vous avancez trop près de la ruche en été, vous vous faites piquer, c'est sûr. Et au bout de 3 semaines, elles peuvent commencer à s'éloigner de la ruche. 3 semaines. Parce que la durée de vie d'une abeille, c'est entre 3 semaines et 45 jours en été. Quand elle s'éloigne de la ruche, elle est porteuse d'eau. En été, on parle beaucoup de l'été, puisque c'est là qu'il y a la pleine activité. Porteuse d'eau pour hydrater et surtout aérer, baisser la température en plein été. Butineuse, parce qu'il faut bien ramener le nectar et le pollen. Et éclaireuse, parce que, et ouais, faut le trouver. Donc, les plus courageuses, elles vont un tout petit peu plus loin en disant « Oh là là, venez voir par là, j'ai trouvé des fleurs. Et par là aussi, et par là aussi. » Donc, elles vont à l'aventure, exactement comme Maya l'abeille. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Elles partent à l'aventure pour trouver les fleurs. L'abeille a son rôle dans la ruche et c'est un univers qui est juste fantastique. Alors voilà. Moi, je suis apicultrice, oui, techniquement, on peut le dire. Mais je suis tellement passionnée par ce que je vois. Et puis, en attendant, je réponds à vos questions. J'essaye, en tout cas, de mon mieux. Donc, j'ai pris des bouquins quand même pour chercher, pour pas dire trop de conneries. Donc là, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'ai 27 minutes de vidéo. C'est la première fois. J'espère que j'arriverai à la passer sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous maman. Bisous Christelle. Bisous à tous. À mes petites copines du Québec. Coucou les filles. Je suis très contente de savoir que vous m'écoutez depuis là-bas. Et puis, plein de gros bisous à tout le monde. Parce que franchement, vos commentaires et vos likes et vos petits mots, c'est juste trop bien. Donc, je vous dis à demain pour la suite du châle. Parce que demain, il y a un indice. Et je vous dis, oui, c'est ça. À demain. Bye!